À n'en pas douter, oui, la ville où je me trouve est l'une des plus belles au monde. Et oui, San Francisco, c'est une baie faite de merveilles avec un climat quasi unique au monde dans le sens où il est presque le même tout au long de l'année. San Francisco, c'est le berceau de la Silicon Valley. Et avant ça, San Francisco s'était développé grâce à l'exploitation du pétrole, mais aussi de l'argent. Je parle du métal, bien entendu, courant au 19e siècle, jusqu'à devenir, oui, l'une des plus célèbres cités de la planète. Alors, San Francisco est symbolisé par ses rues vallonnées comme nulle part ailleurs. On le voit d'ailleurs juste ici derrière moi. Il y a aussi le Golden Gate Bridge que vous avez vu tous au moins une fois dans un film, son cable car non moins légendaire, les quais de Fisherman's Wharf, l'île d'Alcatraz, de Rock, dont le plus mythique prisonnier est connu sous le nom d'Al Capone, ou était connu sous le nom d'Al Capone. San Francisco, c'est aussi sa communauté LGBT, ses quartiers si caractéristiques et ses maisons victoriennes majestueuses. Mais San Francisco, et il faut en parler, malgré ses richesses, c'est aussi le symbole d'une ville extrêmement inégalitaire. Officiellement, la ville compterait 8000 sans-abri, des homeless, comme on les appelle ici, seraient en réalité le double dans une ville qui ne compte intramuros que 884 000 habitants. Imaginez, c'est à peu près comme Marseille. Et même, si des programmes ont été lancés quand même ces dernières années, accélérés notamment par le coronavirus, rien n'y fait. Dans les rues, on en croise toujours aussi souvent. Et ça, on ne l'oublie pas à chaque instant de notre voyage. Donc San Francisco, c'est une ville pleine de contrastes, en somme, vous l'avez compris, avec sa part sombre qui nous renvoie à la très dure réalité de ce qu'est le système américain, mais pleine de charme qui, en tant que touristes, évidemment, sont tous très, très appréciables. À la découverte de San Francisco, c'est parti, on y va. Alors, je reprends un petit peu la main ici, laissez-moi vous expliquer le contexte évidemment de ce voyage. Donc j'ai passé 7-8 jours à San Francisco avec ma chère et tendre, mais c'est dans le cadre en fait d'un voyage de 15 jours, d'un trip que j'ai visité San Francisco. Vous le savez, je suis un fan des États-Unis, de la culture américaine, j'ai pas envie de parler de la politique américaine, avortement, tout ça. C'est très triste tout ce qui se passe ces derniers mois, malheureusement, ce recul de liberté. Mais la culture américaine en général, la culture historique m'a toujours plu. Les paysages aux États-Unis sont incroyable, il faudrait toute une vie pour visiter ce pays, et donc c'est la 3e fois pour ma part que je visite les États-Unis après New York et Chicago. D'ailleurs en ce qui concerne Chicago, vous pouvez retrouver des liens par ici ou en bas en description, il y a des top 10 des activités à faire, etc., des conseils pour vous, et notamment si vous allez visiter en période de Noël. Donc revenons sur ce voyage en Californie, petit bout du Nevada et San Francisco plus particulièrement, au prix quand même de lourds sacrifices, évidemment, et donc je vais vous faire un petit topo des grands lieux principaux, des choses principales que j'ai vues donc sur San Francisco, et on commence par Fisherman's Wharf. C'est le premier véritable lieu d'intérêt que j'ai découvert à San Francisco. Pourquoi? Parce que mon premier hôtel, le Rio Plaza Fisherman's Wharf, se situait là-bas, et donc Fisherman's Wharf c'est un quartier, moi j'adore, c'est quand même l'un des lieux que je préfère à San Francisco et que je rêvais de visiter. Évidemment c'est un lieu très touristique, donc ça enlève un peu de charme dans le sens où vous avez beaucoup de monde. Ça parle énormément français à Fisherman's Wharf, il y a énormément de français à San Francisco, notamment en période estivale. C'est un truc de fou, tu as l'impression de te croire à Marseille, à Paris, à Lyon. C'est vraiment, c'est un petit peu fatigant à un moment donné, mais bon, je reconnais volontiers que je contribue à ce phénomène étant moi-même français. En bref, donc, Fisherman's Wharf est symbolisé par quoi? Par sa jetée 39, Pier 39, comme on dit là-bas. Et bon, c'est un lieu où vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez des boutiques, vous retrouvez des restaurants, vous retrouvez même des attractions, des trucs un peu sensations fortes et tout. Bon, ça, alors parmi les restaurants, vous avez évidemment Bubba Gump, le célèbre restaurant qui est tiré du film Forrest Gump avec Tom Hanks, que tout le monde connaît.
Bon, autant vous dire que sur Fisherman's Wharf, même si le lieu est fou, j'adore l'ambiance, puis... Oui, c'est vrai, il y a une espèce d'ambiance, il y a une espèce de charme qui se dégage de Fisherman's Wharf. Vous avez aussi ces planches en bois qui donnent vraiment un côté ultra caractéristique à ce lieu, mais il faut quand même reconnaître que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des boutiques, etc., c'est très très cher. Si vous voulez manger pas cher, n'allez pas à Fisherman's Wharf. Si vous voulez faire des affaires, des souvenirs, etc., pas cher, n'allez pas à Fisherman's Wharf. Montez plutôt un petit peu vers Chinatown, c'est pas très très loin, ça se trouve à 1 km à pied, je crois même pas, donc c'est très rapide, on met une quinzaine, une vingtaine de minutes y aller, c'est assez rapide. Bon, laissez-moi maintenant vous parler de ce qui fait peut-être la renommée de San Francisco à travers les continents et les pays, le Golden Gate Bridge. Alors attention, point important, la couleur. Ce n'est pas du rouge comme beaucoup peuvent le croire et le dire, c'est couleur et San Francisco tient à ce qu'on donne la bonne dénomination, c'est couleur Orange International ou International Orange en anglais. Et là aussi, j'y consacrerai une vidéo dédiée à part parce que j'ai pu le traverser en bus, sur les bus, vous savez, un peu touristes, ouais, j'ai fait ça, je sais. J'ai pu le traverser aussi à pied et également en bateau en passant dessous, par temps plus ou moins dégagé ou par temps brumeux. Alors, il faut savoir une chose pour le Golden Gate Bridge et même une partie de la baie de San Francisco, c'est qu'en plein été, on est en fait, et c'est paradoxal, je sais, au plus fort de la brume. Et donc, cette brume qui est causée par un phénomène météorologique tout simple du chaud qui rencontre du froid et qui a lieu un peu toute l'année mais qui est à son paroxysme, on va dire, au courant mois d'août à peu près, même fin août, et donc c'est vrai que ça a pu par moments gâcher un petit peu la vue, mais attention, le brouillard ça peut être vachement stylé, et puis surtout on a eu la chance quand même de voir un petit peu découvert, même quasiment complètement découvert le Golden Gate Bridge, donc on a pu le voir dans tous ses états et c'est magique. Juste en quelques mots sur ce pont que vous voyez, il date de 1937 et il s'élève, imaginez, à plus de 220 mètres de hauteur. Il est long de 2,7 km. Je peux vous dire que la traversée à pied est pas évidente. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un lieu qui est ultra frais, vous êtes en fait au cœur de ce phénomène météorologique dont je vous parlais, c'est-à-dire vous prenez du vent, vous prenez une humidité complètement folle, du brouillard, donc etc. Et c'est vrai que vous êtes un espèce de microclimat, et si vous aviez un peu chaud, entre guillemets, dans la ville où il fait 23-24 degrés, eh bien vous tombez à, je sais pas, en ressenti, on doit être à 8, 9, 10 degrés, donc autant être bien couvert lorsque vous traversez le Golden Bridge, que ce soit en bus touriste, que ce soit à pied, encore pire si c'est à vélo, pensez bien à prendre un bon pull, un coupe-vent, etc. Donc j'oubliais 2,7 km de long pour le Golden Gate Bridge, et il relie San Francisco, bah ça vous l'aviez deviné, au comté de Marin, et la petite ville de Sausalito, que j'ai eu l'occasion de visiter en toute petite partie, et que je vous explique. Le dernier jour ou l'avant-dernier jour avant de partir de San Francisco, j'ai fait donc une randonnée en partant d'Ocean Beach. Alors je vous montre ici sur la carte où se trouve Ocean Beach, et on est complètement en fait à l'ouest du Golden Gate Park, cette fois, pas le bridge, le parc, et donc là à pied, en fait, remonter Ocean Beach, faire le petit chemin de randonnée, etc., passer par la route, traverser le Golden Gate Bridge, et puis ensuite retomber de l'autre côté, puis faire la marche à moitié quand même sur la route. C'est bon, heureusement que les Américains sont pépouses quand ils conduisent, à moitié quand même sur la route pour retomber sur Sausalito, et là, bah oui, là c'est difficile pour revenir à pied. Bus pris pour le retour, parce que bon, rien que ça, je crois que ça a pris facilement 4 heures un minimum, c'était très très long, il y avait pas mal de kilomètres au compteur à pied. Petite anecdote, si un jour vous avez l'occasion, la chance, que dis-je, de le traverser en voiture, eh bien sachez que la traversée est payante, oui, il me semble que c'est 6, 7 ou 8 $, quelque chose comme ça, et vous serez en fait flashé au péage. Si vous ne payez pas, vous serez obligé de payer plus tard. Si vous avez une voiture de location, le loueur vous imputera la facture avec des pénalités, etc., etc. Bref, vous connaissez le mécanisme. Bon, et puis une dernière chose sur le Golden Gate Bridge, lorsqu'il est suffisamment dégagé, je dis pas complètement dégagé, je ne rêve pas, mais lorsqu'il est suffisamment dégagé,
et que vous avez un coucher de soleil, que vous voyez ce coucher de soleil, pour peu que vous soyez en hauteur, alors là, vous avez peut-être la plus belle vue qui puisse exister depuis San Francisco, c'est-à-dire voir le Golden Gate Bridge à moitié couvert par la brume et à moitié éclairé par le soleil couchant. C'est magnifique, et à cette occasion, j'ai pu le voir depuis la Coit Tower, donc le sommet en fait de la Coit Tower, et là c'était incroyable. Je vous laisse profiter de ces images. Alors, la Coit Tower, je vous conseille de faire, évidemment, vous pouvez le faire en voiture, mais je vous conseille de faire la montée à pied. Pourquoi? Parce que c'est ultra atypique, je vais vous expliquer l'histoire de la tour dans un instant. C'est ultra atypique parce que vous traversez carrément presque des maisons, en fait. Vous êtes presque dans le jardin des gens, et d'ailleurs, vous allez faire un chemin à pied, hein, vous traversez à pied, ce sont des marches qui sont comme ça, s'il te plaît, et donc ça casse les pattes, hein, c'est le cas de le dire, mais franchement, c'est super à monter à pied, à descendre, c'est encore plus dur parce que les marches. Et la Coit Tower, c'est vraiment atypique. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je dis la Coit Tower. Ça peut créer le... C'est la Coit Tower, hein, voilà. Mais en fait, elle domine Telegraph Hill en quelque sorte, mais surtout, et c'est vrai qu'on la voit d'un peu partout dans la ville. C'est assez hallucinant, alors que pourtant, ça culmine pas à 450 mètres de hauteur, tu vois, mais tu la vois véritablement de partout quasiment. Et puis bon, outre le Golden Gate, elle domine aussi Alcatraz notamment, et d'autres points de la ville. Le Bay Bridge, hein, dont je vais vous parler un instant, mais juste pour vous raconter l'histoire de la Coit Tower, elle a été construite en fait en l'honneur de la riche mondaine Lily Hitchcock Coit, et donc la Coit Tower, qui est faite de béton armé non peint, hein, d'ailleurs, a été construite en son honneur, après qu'elle ait précisé que 1/3 de sa fortune devait être reversé pour embellir la ville qu'elle aimait, et donc la construction de la tour a commencé après sa mort en 1929, et elle s'est terminée quelques années plus tard en 1933. Alors Lily Hitchcock Coit, hein, elle était pompier, hein, de service, c'est une grande figure, une figure qui a marqué, et donc je vous le disais, vraiment la grimpette à pied vaut le coup, allez-y, les yeux fermés, vous allez adorer. Et je vous parlais d'une vue somptueuse sur le Bay Bridge, oui justement on y vient au Bay Bridge, c'est l'autre pont mythique de San Francisco. Il est pas aussi beau gosse, mais il est quand même pas mal. Alors, le Bay Bridge, lui, pour la petite histoire, il relie... Ah, vous l'avez deviné là aussi, je suis sûr. Non, je suis sûr que t'as deviné. Il relie San Francisco, bien sûr, à Oakland, en fait, qui est une autre grande ville, hein, qui se situe de l'autre côté de la baie, en passant par Yerba Buena Island, qui est une île naturelle. Et en fait, vous le voyez un petit peu ici sur ces images, cette île, cette Yerba Buena Island, est bordée par une autre île, qui est artificielle cette fois, qui s'appelle Treasure Island. Je vous raconte la petite histoire de Treasure Island rapidement. En fait, cette île avait été créée à la base pour l'exposition internationale du Golden Gate en 39-40, et on ne sait pas grand-chose d'elle aujourd'hui, on sait juste qu'elle est aujourd'hui réservée à des loyers plutôt bon marché, mais qui reste quand même assez élevé si on compare à des loyers français, tout ça. Et elle accueille pas mal de petits événements comme des festivals de musique, tout ça. Et pour y avoir été à pied, en fait, c'est pas très sexy. Bon, alors évidemment, c'est une île artificielle, donc c'est complètement plat. Il y a quasiment pas ou presque de verdure, enfin c'est assez tristouné comme île. Malheureusement, les quelques personnes qui habitent là-bas, je les plains un petit peu parce que c'est pas facile d'accès en transport, c'est pas super bien situé, il n'y a pas vraiment de commerce sur place, bref, c'est pas super comme endroit. Bon, en quelques mots en ce qui concerne le Bay Bridge, eh bien le Bay Bridge, il est long de 7 km et il culmine à 160 mètres de hauteur, hein, pas si loin que ça du Bay Bridge. Il est d'ailleurs la passerelle d'acier la plus longue de la planète, imaginez. Et puis surtout le Bay Bridge possède une particularité, c'est qu'il s'illumine chaque soir avec ce que l'on appelle les Bay Lights, une vraie illumination sculpturale et monumentale à vraiment, imaginez, 25 000 lumières LED blanches programmées individuellement qui forment une chorégraphie qui a quelque chose d'assez hypnotique quand on la regarde.
continue cette vidéo en parlant des cable cars. Alors, il y a tellement à dire sur les cable cars que là aussi, j'y consacrerai une vidéo spéciale parce qu'il y a plein de choses à vous raconter, des petites anecdotes, des histoires, le fonctionnement détaillé. C'est vraiment une institution, le cable car, et il fonctionne encore mécaniquement, alors avec l'aide de l'électricité bien sûr, mais les câbles sont en fait enfouis dans le sol, c'est fou, et c'est surtout un véritable trip de monter à bord, et encore plus de s'accrocher à l'une de ces branches, hein, l'un des pontons latéraux. Ça c'est vraiment génial. Par contre il faut pas avoir le vertige, et il faut aussi faire un petit peu d'abdos, parce que de temps en temps en fait vous allez accrocher vers l'extérieur du truc, vous serez au bord du truc, et puis de temps en temps le cable car va longer un camion, une camionnette, et vous devez hop vous coller au cable car pour pas vous prendre le camion dans la gueule. C'est assez atypique, je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'unique, hein, on peut le dire. Bon, par contre si vous n'avez pas une carte Mooney, alors je vous montre ici l'image de l'application Mooney, eh bien ça vous coûtera très cher, ça vous coûtera, je crois, si je vous ne dis pas de bêtises, ça vous coûtera 8 $ le passage sur le cable car, juste le passage, voilà, si vous voulez faire un aller et puis une heure après vous faites un retour, vous repayez 8 $, c'est pas donné. Petit point transport, puisque je vous parlais de la carte Mooney à San Francisco, du pass Mooney, alors je vous conseille le passeport 7 jours, hein, qui est en vente à 41 $. Vous avez également, si vous restez moins de 7 jours, un pass 3 jours pour 31 $, si je ne vous dis pas de bêtises, qui vous permet en fait d'accéder à un petit peu tous les transports de la ville de San Francisco, c'est-à-dire métro, tramway, bus et le cable car également. Bon, venons-en à l'un des deux autres phénomènes, je vais dire, en dehors du Golden Gate Bridge, on a quoi? On a l'île d'Alcatraz, évidemment. Alcatraz, c'est un véritable mythe à San Francisco. Je suis fou de ce mythe, notamment grâce au film The Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage, qui est sorti il y a plus de 20 ans, je crois que ça fait 25, 26, 27, peut-être 28 ans. Et puis il y a aussi la légende d'Al Capone. Alors bien sûr, Al Capone qui est arrivé à Alcatraz en étant déjà à moitié fou, donc légende à moitié écornée. Et puis il y a bien sûr la légende des 3 personnes qui ont réussi à s'échapper provisoirement d'Alcatraz. Donc c'est quand même assez fou à faire, je vous le conseille. J'ai eu la chance de faire la visite de nuit, et Alcatraz, qu'on surnomme The Rock, comme le film dont je vous parlais il y a un instant, c'est assez incroyable parce que, en fait, c'était une visite de nuit, mais ça commençait aux alentours de 17h. Tu prends le bateau à San Francisco autour de 17h, 17h30, et il fait pas nuit encore à cette heure-ci à San Francisco. Sauf que ça tombait un jour où il y avait pas mal de brouillard. Quand tu pars de San Francisco, il n'y a pas trop de brouillard. Et puis plus tu te rapproches de l'île d'Alcatraz, qui se situe à 2 km et quelques, à peu près, pas si loin que ça, hein, plus tu te rapproches, et plus il y a un brouillard épais qui t'envahit. Et c'est ce brouillard vraiment que tu vois dans les films, en fait. Et vraiment, il y avait un temps presque apocalyptique, une météo presque apocalyptique, ce qui nous a plongé encore plus dans l'univers terrible d'Alcatraz et ce que pouvaient ressentir aussi bien les prisonniers que les employés, l'administration pénitentiaire américaine, tout ça. Ça devait être vraiment terrible. Et en plus, vous avez l'audio guide, il y a un audio guide qui est évidemment disponible en français, c'est très pratique. Vous avez les témoignages des anciens prisonniers, tout ça. Je vous le conseille absolument si vous allez à San Francisco, même si l'univers carcéral vous intéresse pas, que ça peut vous faire peur, ça peut vous rebuter, visitez l'île d'Alcatraz, ça vaut le coup, je vous jure. Et puis c'est pas très cher, en plus c'est entre 30 et 50 $ par personne selon le jour ou la nuit, etc. Donc vraiment allez-y, ça vaut le coup. Est-ce que vous connaissez les Giants maintenant? Les Giants, c'est l'équipe de baseball, les Giants de San Francisco. Alors là, vous voyez, il y a un petit truc des Giants. J'ai là, ah, tenez, je vais vous la montrer. Voilà, je fais le fanboy, hein, le fanboy, la balle des Giants de San Francisco. Sachez que je m'y connais beaucoup, vous le savez, en sport. J'adore le tennis, le foot, le basket. Mais par contre, en baseball, je suis un total débutant. Je n'ai jamais pratiqué ce sport et j'y connais pas grand-chose. Mais j'ai appris en voyant un match des Giants. Alors direction l'Oracle Park de San Francisco, et là évidemment tout de suite vous êtes plongé dans l'ambiance.
puis là, l'Oracle Park, c'est une ambiance qui est magique. C'est vraiment quelque chose. C'est pas une équipe mauvaise en plus, les Giants. Hein. Cette année, ils sont un peu moins costauds, mais leur dernier titre, hein, quand même, de Ligue nationale, ils les ont remportés en 2010, 2012, 2014. Donc c'est une équipe, je pense que c'est limite plus que les Warriors, hein, les Golden State Warriors, donc ça c'est l'équipe de NBA qui est championne en titre, hein, l'équipe de Stephen Curry, que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de sport, qui est un phénomène hein, dans la NBA, les Warriors, mais j'ai l'impression que les Giants sont plus populaires encore que les Warriors à San Francisco, parce qu'il m'est arrivé très régulièrement de voir des drapeaux par-ci, par-là, pas mal de trucs à l'effigie des Giants, plus encore qu'à l'effigie des Warriors. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir un match de baseball, allez-y, parce que je vous laisse regarder. Alors ensuite, autre endroit mythique, rue mythique cette fois que dis-je, c'est Lombard Street. Lombard Street, je vous laisse regarder sur ces images avec ces fameux lacets très fleuris. Eh bien, vous allez peut-être me trouver rabat-joie. Ouais, je sais, dites-le en commentaire, mais ça rend pas aussi bien que dans les films, je trouve. C'est vrai que c'est quand même vachement sympa, tu vois passer les voitures qui galèrent à une allure ultra faible, presque qui roulent au pas en fait, dans les lacets, tout ça. C'est quand même très sympa à voir, mais je sais pas, ça fait pas le même effet en fait que quand tu le vois à la télévision ou dans les films. En plus, j'aimerais vraiment pas faire partie du voisinage parce que t'as du monde partout dans la rue toute la journée, des gens qui parlent fort, qui prennent en photo, qui s'accrochent presque à ta maison. Ça doit être un peu désagréable de vivre là-bas, mais bon, c'est très joli, mais par contre je trouve que Lombard Street était un peu trop fleuri, donc du coup on voit pas trop ce phénomène comme ça de voitures qui slaloment entre les lacets de Lombard Street. Alors, est-ce que vous connaissez les Painted Ladies? Alors, bon, les Painted Ladies, ce ne sont pas les seules maisons hein, de style victorien de San Francisco. Évidemment, il y en a énormément. Il y en a des magnifiques, même des somptueuses. Excusez-moi pour les superlatifs, mais les Painted Ladies sont les plus célèbres. Voilà, on les reconnaît à leur forme quasi identique et à leur couleur vive. Alors on les trouve juste face à Alamo Square, hein, pour vous situer un petit peu. Alamo Square, c'est un parc. En fait, vous avez quelques bancs, vous avez de l'herbe, évidemment, vous pouvez vous prélasser, vous poser dessus. C'est très sympa comme lieu, mais après, il y a rien de foufou non plus à voir sur Alamo Square. Et donc, sachez qu'on estime chacune de ces maisons, d'ailleurs, l'une d'elles avait été vendue il y a quelques années pour ce montant-là, on estime chacune de ces maisons à la valeur à plusieurs millions de dollars. Quelques mots sur le Castro. Pourquoi je dis le Castro? Parce qu'il s'agit d'un quartier. Il y a évidemment Castro Street, mais il y a aussi un quartier, le quartier très célèbre de San Francisco, l'un des quartiers très célèbres de San Francisco, en ce qu'il est le symbole de la communauté LGBT. Alors vous avez pas mal de bars et de restaurants là-bas à retrouver, hein. C'est un quartier qui est assez vivant, oui, mais qui rassemble aussi quand même, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction, pas mal de homeless, hein, de sans-abri, mais aussi de personnes qui sont malheureusement tombées dans la drogue. J'ai pas super apprécié, pour être très honnête avec vous, ma visite de ce quartier-là. J'ai pas visité complètement, hein, loin de là, mais je me suis pas senti très à l'aise là-bas, justement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en fait te font de la peine, quoi. Dans le genre là, il y a aussi le quartier de Tenderloin à San Francisco, qui est un quartier d'une tristesse infinie, parce que vous avez là aussi quand même des bâtiments qui sont plutôt sympas, stylés, il y a pas mal de choses à faire, mais malheureusement il y a énormément de sans-abri, de personnes là aussi qui sont tombées dans la drogue, qui ne sont pas aidés ou presque, et c'est très triste. Je vous le disais vraiment à l'introduction et j'insiste là-dessus, on y pense très souvent durant notre séjour parce qu'on en croise beaucoup et ça fait quand même pas mal de peine, et tu te dis, c'est vrai que le système américain il broie quand même pas mal les gens, et qu'en France on a plus ou moins pas mal de chance, ouais, il faut le reconnaître.
Bon, j'enchaîne avec le Palace of Fine Arts, qu'on peut comparer en fait au Palais des Beaux-Arts. Alors là aussi, je vous raconte la petite histoire en vous montrant quelques images de ce palace. C'est un peu donc un bâtiment majestueux. Là aussi, je n'hésite pas à le dire. Il a été construit à l'origine, sachez-le, provisoirement, dans le cadre de l'exposition internationale de Panama Pacific, qui a été organisée il y a plus d'un siècle maintenant, en 1915. Et ce bâtiment est l'œuvre de l'architecte Bernard Maybeck. Il est incroyable, vous avez là aussi un petit lac, vous pouvez visiter quasiment tout intégralement. Et c'est vraiment un lieu, là c'est sans doute l'endroit où je me suis senti le plus apaisé à San Francisco. Je sais pas, il y a une espèce de plénitude, je fais pas de trucs philosophiques, mais il y a une espèce de plénitude autour de ce lieu que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai adoré. Ça se situe à 2 pas de la mer en fait et on n'en a pas du tout l'impression. Allez, à tout prix, visitez le Palace of Fine Arts si vous passez par San Francisco. Et puis ensuite, il y a des bâtiments historiques et modernes assez remarquables. Je vous les montre ici en image. On a évidemment la Salesforce Tower. Alors la Salesforce Tower, ça vous sonnera peut-être à vos oreilles. Oui, ça répond du même nom que l'entreprise tech, hein, Salesforce, l'une des plus grandes entreprises tech du monde. Et bien cette Salesforce Tower, c'est son siège. C'est le gratte-ciel le plus haut de San Francisco, 326 mètres. Il a été inauguré en 2018. Il est le 2e gratte-ciel le plus haut de Californie. Je l'ai très souvent dit en riant en fait, mais tu aperçois plus encore que la Coy Tower, tu aperçois la Salesforce Tower d'absolument partout dans San Francisco. Peu importe où tu te trouves, tu vois la Salesforce Tower quasiment, hein, ou presque. Dans le genre, on a aussi la Transamerica Pyramid. Alors la Transamerica Pyramid, elle a une forme si particulière qui porte son nom, pyramidal évidemment. C'est le 2e plus haut gratte-ciel de San Francisco. Elle culmine à 260 mètres de haut. Elle a maintenant une cinquantaine d'années. C'est une tour qui, quand même, là aussi, a de la gueule. Je m'attendais pas à un tel monument aussi au sein de San Francisco, mais vous y passerez très souvent, pas très loin devant ou durant votre séjour. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ne vous gênez pas, ne vous privez pas, posez n'importe quelle question sur la ville. En ce qui concerne le ressenti sur cette ville, ça reprend un petit peu ce que je disais en intro. San Francisco, c'est une ville qui est aussi belle et majestueuse à voir que triste à visiter, parce que vous y croisez, pas à chaque instant, mais très souvent la dureté de la vie américaine. Et en même temps, la ville, elle est incroyable parce qu'elle a tellement d'attraits touristiques, elle a tellement d'attraits culturels, tellement d'attraits architecturaux. On a également eu l'occasion de visiter le musée des sciences, hein, au cœur du Golden Gate Park. Alors là, pour le coup, il y avait 0 français. C'était une soirée qui n'était pas vraiment réservée aux étudiants, mais où il y avait quasiment que des étudiants. Une soirée spéciale sur les arts qui nous a permis de visiter une bonne partie du musée pour seulement, je crois, 8 $, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était assez sympa à faire, même si là aussi, ce soir-là, je vous laisse en juger, la météo était assez apocalyptique. Mais
San Francisco, c'est vraiment une ville très agréable hein, de s'y balader parce que déjà la météo, vous crevez pas de chaud contrairement au reste de la Californie, c'est plutôt pratique. Par moment il fait chaud, hein, mais ça n'a pas commune mesure avec le gros de la Californie. Et puis vous passez d'un extrême à un autre, c'est-à-dire à un moment donné vous serez presque en t-shirt sans avoir énormément chaud, et puis d'un coup vous montez un petit peu plus sur une partie de la ville à 500 mètres un peu plus au nord ou au sud selon. Et là, d'un coup, il se met à faire un froid de canard. Vous êtes obligé de vous couvrir. Il y a un vent incroyable. C'est tellement atypique, la météo là-bas, c'est fou. Et sachez que je n'ai pas vu un nuage de tout le séjour. Le seul moment où c'était couvert, c'était à cause du brouillard, en fait. En ce qui concerne la nourriture, c'est très cher. Comme les hôtels, c'est très très cher. Ça n'a pas été facile de dénicher des hôtels à un tarif acceptable. N'hésitez pas là aussi, je peux vous donner des astuces en commentaire pour les hôtels évidemment. Pour les restos, je peux vous donner quelques adresses, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire énormément. Tout est très cher. Bon voilà, ça résume un petit peu les choses, mais la ville est sublime. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous annonce les prochaines étapes, les prochaines vidéos, je les ai sous les yeux. Alors, je vous les donne tout de suite. La prochaine étape, c'est la visite de Sacramento, la capitale de Californie. Une ville très atypique et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Et puis ensuite, il y aura des vidéos sur une petite ville qui s'appelle Nevada City. Un petit bijou, je vous expliquerai, mais à nuancer là aussi, je vous expliquerai pourquoi. Bref, beaucoup d'explications à donner. Virginia City. C'est un peu le western, le far west des temps modernes. Yosemite, le parc naturel de Yosemite, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été une très très belle visite, mais malheureusement qui me laisse un peu perplexe dans le sens où, oui, nous étions en plein été, mais c'était quand même assez sec, alors qu'on est souvent en altitude, pas loin des 2000 mètres, et surtout les cascades historiques, quasiment asséchées. Tout ça, je vous expliquerai aussi peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, comment fonctionnent les tips, les pourboires aux États-Unis. C'est très particulier si vous n'avez jamais mis les pieds aux États-Unis, que vous comptez un jour vous rendre aux États-Unis. Préparez votre monnaie parce que faut être comme ça très très souvent aux États-Unis. Et puis voilà, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres surprises. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur San Francisco. Je n'ai pas pu tout vous dire, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je peux vous montrer d'autres trucs, d'autres images, d'autres vidéos. N'hésitez pas. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Salut, ciao ciao.